Enregistré. Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo Zoom. Voilà, je profite un peu du confinement pour mettre en avant toutes ces librairies qu'on aime tant. Puis aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec deux libraires de la librairie Goulard à Aix-en-Provence. Donc, je suis avec Aurélia Giovangeli. Bonjour Aurélia. Et avec Salut. Lisa Solano. Bonjour Lisa. Bonjour. Bonjour à toutes les deux. Alors, première question, justement, parlez-nous de votre librairie, peut-être Aurélia, pour commencer. Alors, la librairie Goulard, c'est une vieille maison. Elle a été fondée en 1880. Notre propriétaire actuel, Mathieu, il a repris dans les années 2000. Donc maintenant, ça fait assez longtemps que c'est sa librairie. Elle est assez grande parce qu'elle fait 750 mètres carrés quand même. Ah Et oui, ouais, elle est très très grande. Elle est sur Mirabeau. C'est la dernière librairie généraliste de la ville. Donc on y tient vraiment. Il y a 95 000 références à peu près pour plus de 100 000 volumes. Donc, il y a de quoi faire. On a un étage, un sous-sol, c'est assez grand, ouais. d'accord. Et toi, et vous, Lisa, qu'est-ce qui vous plaît dans cette librairie? Alors, moi, c'est une librairie dans laquelle je travaille depuis peu, mais dans laquelle j'espérais trouver ma place depuis déjà quelques années. Donc, c'est déjà une petite fierté de faire partie de l'équipe. C'est une belle et grande librairie, comme disait Aurélia. C'est un nombre assez conséquent et très important de références. Une équipe assez familiale aussi, C'est qui du coup reflète bien cette image de grande librairie généraliste, familiale que moi, en bon. tout cas, j'affectionne dans la librairie. Vous êtes combien? Et Parce que vous dites familial, mais vous êtes combien à travailler dans cette librairie? On est une trentaine. ouais. D'accord. Ouais, ouais. On est une Donc, trentaine. c'est une belle équipe, une belle équipe. Et alors, Lisa, vous, pourquoi vous avez eu envie de devenir libraire? Alors, moi, c'est vrai que c'était une petite évidence. J'étais pendant un temps entre le monde des langues et le monde des livres. La librairie, c'est un lieu voilà, qui me rappelle mon enfance, c'est un lieu auquel je suis très attachée de manière générale. Voilà, j'y ai construit comment dire, je suis devenue lectrice assez jeune. J'ai été passionnée par le monde du livre assez tôt. Et après avoir connu un petit échec dans les études de langue, j'ai décidé du coup de me tourner vers mon autre passion qui sont donc les livres. Cette envie de partager, ce partage perpétuel, ces échanges perpétuels avec nos lecteurs. Moi, c'est quelque chose qui vraiment m'enthousiasme chaque jour. Et c'est quelque chose. La manière dont on m'a transmis la lecture et les livres, c'est quelque chose que j'avais envie de reproduire et de transmettre à mon tour. Voilà, le goût du livre, le goût de la lecture, le goût de nouvelles découvertes, le goût de l'évasion. Voilà, j'avais envie d'être à mon tour ce médiateur-là. D'accord. Et alors, vous, Aurélia, libraire, c'est une vocation? Alors, c'est bizarre parce que maintenant, je suis à l'aube de mes 35 ans et je me rends compte que j'ai passé ma vie entre deux métiers qui sont la librairie et le théâtre. D'accord. Ouais, j'ai commencé le théâtre très très jeune. Bon, pas de façon professionnelle, mais très jeune, à 6 ou 7 ans, j'ai commencé le théâtre. Ensuite, ado, je faisais encore du théâtre et ma mère m'a fait travailler dans la librairie de sa meilleure amie, Rosa, à Paris, une superbe librairie, la librairie des Orgues de Flandre. Salut Rosa. Et ensuite, je suis repartie à Aix pour continuer les études de théâtre. Pendant mes études de théâtre, j'ai travaillé à la librairie Goulard pour les animations extérieures. Et puis ensuite, j'ai arrêté le théâtre. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et en fait, j'ai repassé mon bac à 26 ans et j'ai fait un DUT métier du livre. D'accord. Et tout naturellement, je suis arrivée à la librairie Goulard à Aix-en-Provence. Aux Donc voilà. racines, donc.
Vraiment. Je suis parisienne, mais j'ai toujours fait ma vie entre Paris et Aix. Et là, j'ai l'impression que c'est Aix qui… Ouais, ça Non, me tient. c'est une ville tellement agréable que. Et alors, Aurélia, est-ce que vous avez, parce que bon là, on est tous quand même confinés, est-ce que vous avez des conseils de lecture pour permettre de s'évader un petit peu? Mais tellement. Alors, je suis libraire sciences humaines. Je ne suis pas libraire littérature. Alors, on pourrait penser qu'en humaine, les essais, c'est pas vraiment fait pour s'évader, alors que faux, détrompez-vous. Il y a un genre littéraire qui s'appelle la non-fiction qui est extraordinaire. On peut se permettre à Goulard, parce que les rayons sont très très grands, de classer la non-fiction en sciences humaines, puisque le principe de la non-fiction, c'est un récit non fictionnel auquel on ajoute des éléments romancés. D'accord. La plupart vont être classés en littérature. Chez nous, on peut les classer en sciences humaines, donc c'est chouette. Et il y a une édition, en fait, je vais vous faire le coup de cœur sur une édition, une maison d'édition qui s'appelle Globe, qui est extraordinaire. Créée en 2013, elle est… Autour du monde, c'est des… Alors, oui, ce ne sont je crois que ce sont que des auteurs étrangers. Là, je réfléchis, tac, tac. Ouais, ce ne sont que des auteurs étrangers. Donc, c'est créé en 2013, c'est assez jeune. Elle a déjà 2 prix Médicis CC, 2017 et 2018. C'est extraordinaire. Et donc, en fait, mais je vais vous faire un petit coup de cœur chronologique de tous les titres chez Globe. Et ça va être assez court. Hein. Voilà, tous les titres chez Globe qui m'ont… Alors, ce qui est génial avec cette édition, c'est que moi, j'appelle ça des talismans. C'est des objets qui vous emmènent avec bienveillance dans des mondes inconnus. C'est extraordinaire. Et ça va partout. Donc, par exemple, le premier, 2016, je tombe là-dessus à librairie, Le destin de Michael Keller. D'accord. C'est l'histoire vraie, donc ça part toujours d'une histoire vraie, la non-fiction, hein, du fils de Nelson Rockefeller, donc l'homme le plus influent du monde à ce moment-là, dont le corps disparaît en Papouasie-Nouvelle-Guinée en 61. Une rumeur se répand, il faut lire le livre, hein, il aurait été mangé et le corps aurait été partagé parmi les villageois du village de Hots-Janep. Et en fait, parce qu'il y a encore des mangeurs d'hommes en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Voilà. Donc, Carl Hoffman, c'est le grand… c'est un héros du journalisme narratif outre-Atlantique. Et il est allé là-bas, il a fait l'enquête. Ah oui, ça a l'air passionnant, effectivement. Ouais. C'est extraordinaire. 2017, Fils de Gonzo, extraordinaire, écrit par le fils d'Hunter Thompson. Donc, pour ceux qui Las Vegas Parano et qui veulent en savoir un petit peu plus sur l'auteur, foncez. Pour les autres, pareil. Ami Liptrop en 2018. 2018, une année très faste, parce qu'ils ont aussi le prix Médicis. Ami Liptrop, extraordinaire. Elle est native des Orcades, tout petit archipel. Elle est assoiffée de tout. Et quand elle fait la rencontre de Londres, elle s'y noie. Et en fait, l'écart, c'est le nom qu'on donne à une bande côtière où les animaux sauvages et les animaux domestiques se côtoient à l'abri des regards. C'est absolument poétique, c'est magnifique. Poétique, oui, c'est ce que j'allais dire. C'est très très beau et tout est vrai. Hein. Voilà. Bon, 2018, je vais en faire la réclame, mais très rapidement puisque Scorsese est en train de l'adapter avec DiCaprio et De Niro. D'accord. La note américaine, donc histoire vraie toujours. En 1921, les tribus amérindiennes les Amérindiens ont perdu la guerre. Hein. Les tribus amérindiennes sont réparties dans des réserves absolument misérables et abandonnées à leur sort. Sauf la tribu des Osages qu'on avait mis sur un terrain absolument rocailleux dans l'Oklahoma. Il se révèle que c'est la plus grosse réserve de pétrole de tous les États-Unis. Les Osages sont verts, leurs domestiques sont blancs. Ça commence à poser problème. Histoire vraie, à lire. Et enfin, Nomadland, 2019. Alors, je ne peux pas vous faire le coup de cœur 2020 parce que je l'ai laissé au travail et que je n'ai pas pu les récupérer. Mais 2019, alors attention, je préviens avant, la plupart de mes lecteurs ont eu des sueurs froides en le lisant. Ma grand-mère, qui est très bonne lectrice, n'a pas réussi à le finir parce qu'elle était trop triste. Ah d'accord, il ne faut pas le lire si on est déprimé en fait. Alors, vous allez voir, c'est pas que c'est pas une histoire qui vous tire les larmes comme ça, c'est parce que c'est la vraie vie, c'est ce qui se passe et c'est ce qui va nous arriver. Quand on voit la couverture, on a l'impression que c'est un super road trip. J'ai dit génial, oh là là, un truc avec des paysages américains. Non, enfin oui, mais non. En fait, en 2008, il y a la crise des subprimes. Donc, c'est les banquiers qui est absolument verrouillé. Une autre crise. Voilà. Et en fait, on jetait sur les routes beaucoup de retraités qui, du coup, n'ont plus de retraite, n'ont plus de couverture maladie, n'ont plus rien. Et donc, ce sont des nouveaux migrants économiques. Certains, les plus chanceux, avec leur dernier denier, se sont achetés un van qu'ils ont aménagé. Ils partent sur les routes. Les moins chanceux vivent dans leur voiture.
Et en fait, c'est un road trip totalement halluciné dans une Amérique qu'on connaît mal, où en fait, on va croiser d'ailleurs pendant tout le livre le fossoyeur-employeur Amazon, hein, qui Ouais. vide en fait les villes de leur commerce et de leurs emplois, et qui en fait se retrouve principal employeur de cette communauté de retraités sur les routes. Alors proposer donc dans des entrepôts des kilomètres à faire, des horaires insoutenables, des parkings payants, bah, c'est une horreur. Et donc en fait cette communauté a beaucoup de mal à réfléchir au lendemain, puis que qu'est-ce qu'on fait quand on sera trop vieux pour travailler ou pour conduire? Eh ben on va dans le désert avec un flingue et puis on essaye de pas être un fardeau pour le reste des compagnons de galère, quoi. Donc c'est Jessica Bruder qui est professeure de journalisme à Columbia qui les a suivis pendant D'accord. 3 ans. Ah, ça a l'air Et ça, intéressant. Ouais. ça fait froid dans le dos parce qu'on se dit que c'est ce qui va nous arriver si on fait rien pour que ça change. Donc à nous de changer le cours de l'histoire. Voilà la retraite qui risque de nous arriver si on ne fait rien. Lisez ce livre. D'accord. Bah, merci Aurélia pour ces conseils. Lisa, est-ce que vous avez des conseils de lecture pour cette période de confinement ou même pour après? Oui, ouais, pendant, après, voilà, à jamais. Donc, alors moi, étant quand même assez passionnée de théâtre, C'est un point aujourd'hui, commun que vous avez toutes les deux alors. oui, on se Oh, retrouve plutôt oui. sur ce thème-là et bien d'autres. Alors, moi, j'ai un immense coup de cœur éternel pour Wajdi Mouawad, D'accord. qui est donc un dramaturge. C'est un auteur que j'ai découvert il y a quelques années et dont les œuvres sont rapidement devenues mes livres de chevet, et notamment cette petite tétralogie dont je D'accord. vais vous parler dans quelques instants et qui s'appelle Le sang des promesses. D'accord. Alors, attention, ce sont des lectures assez bouleversantes, mais magnifiques à la fois. Donc, pour moi, voilà, quand on me parle de coup de cœur, je ne peux évidemment pas passer à côté de Wajdi Mouawad. Donc, Wajdi Mouawad, c'est un auteur, dramaturge, metteur en scène, plasticien, comédien, cinéaste franco-libanais. Il est depuis 2016 le directeur du théâtre de la Colline à Paris. D'accord. Donc, c'est un auteur qui est né au Liban, peu de temps avant le début de la guerre civile. C'est donc un traumatisme qu'on va quand même pas mal retrouver dans l'intégralité de son œuvre. Il s'installe à Paris, puis au Québec, et c'est là qu'il va faire l'immense rencontre de sa vie avec le théâtre. D'accord. Et voilà, auquel il porte un amour profond depuis toujours. Et il sait bien le transmettre. C'est un auteur qui va essayer d'exorciser un petit peu d'ailleurs les traumas de sa jeunesse par le biais de ses pièces. Et c'est d'ailleurs quelqu'un qui est très attaché à la jeunesse. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles moi, je suis très attachée à lui. D'accord. Alors, pour parler un petit peu de son travail, donc c'est des pièces qui se construisent principalement autour des thèmes de l'exil, de la famille, de la quête d'identité et du déchirement. D'accord. Et qui font du coup écho à sa propre histoire. On est quand même bien ancré dans la tragédie contemporaine, hein, qu'on se le dise. Pour parler un petit peu plus de son travail et notamment de cette tétralogie. Tétralogie, d'accord. Voilà, tétralogie, c'est-à-dire saga composée de 4 pièces de théâtre. D'accord. Saga qui commence par Littoral, écrite en 1997, suivie de Incendie en 2003. Les couvertures sont belles, hein? Elles sont très très belles, ouais. Ce sont de très très belles illustrations. Forêt en 2006. Oui, mon Dieu. Et enfin Ciel en 2009. Cette dernière d'ailleurs marque une rupture assez nette avec les 3 premières, parce qu'avec cette dernière pièce, il
il veut conclure sur l'idée que finalement, la quête des origines et de la famille n'est pas nécessaire pour réussir à vivre. Mais avant d'en arriver à cette conclusion, bien évidemment, il va nous embarquer dans 3 pièces, donc comme je disais, assez bouleversantes, voilà, pour lesquelles il se peut qu'on écrase quelques larmes. Voilà, c'est difficile, mais c'est beau à la fois. Voilà, c'est très émouvant. Et moi, s'il y en a une que je devais choisir, malgré le fait que voilà, hein, je l'aime, je l'aime pour tout ce qu'il a fait, je pense que c'est Incendie qui m'aura le plus chamboulée. Et voilà. Pourquoi du coup? Alors, on y fait la rencontre de Jeanne et Simon, qui viennent de perdre leur mère. Et à la lecture du testament de Nawal, leur maman, ils vont se retrouver au cœur de l'histoire incertaine et assez sombre de leur naissance. Ils reçoivent chacun une lettre, l'une à transmettre à leur père qu'ils pensaient mort, et l'autre à transmettre à leur frère dont ils ne connaissaient absolument pas l'existence. Et c'est à travers la découverte des drames qui ont construit la vie de leur maman qu'ils vont découvrir leur propre histoire à eux. Et on est donc sur 2 temporalités différentes. Donc d'une part, on va suivre Jeanne et Simon qui remontent ce fil de leur histoire. Et d'une autre part, on est plongé dans la jeunesse de Nawal, et donc en pleine guerre civile au Liban. Voilà, on est entre les atrocités humaines et matérielles de la guerre. C'est déchirant et magnifique à la fois. Le récit nous place vraiment au cœur d'une horreur innommable, tout en étant d'une poésie incroyable. C'est l'espoir, toujours l'espoir qui prime. Et il y a d'ailleurs un passage qui illustre parfaitement cette idée-là et qui dit « Coûte que coûte, ne haïr personne, jamais, la tête dans les étoiles, toujours ». Et pour moi, l'essence de ce récit tient entièrement dans cette phrase. Il en faut de l'amour et de l'espoir et du courage pour se convaincre de tout ça. Voilà, je conclus juste sur une autre petite citation, cette fois-ci d'un des rares romans de Wajdi Mouawad, Anima, et qui dit la vie consiste à espérer malgré tout. Et c'est quelque chose qui résonne particulièrement en période de trouble. Donc voilà, je le partage bien volontiers. Merci beaucoup. Vous avez toutes les deux des goûts, enfin non pas similaires, mais assez des goûts pour des livres très réalistes en fait, qui ont un lien avec la réalité des gens dans plusieurs pays. J'avais d'autres questions pour vous deux, peut-être Aurélia. En ce moment, on sait que les plateformes de streaming battent des records d'audience. Si vous deviez nous convaincre que lire, c'est plus intéressant que de regarder Netflix, vous nous diriez quoi? Alors, moi qui regarde un peu quand même les plateformes de streaming, je ne veux pas faire d'opposition entre le livre et Netflix. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que quand on regarde Netflix, on regarde tous le même film. Alors que quand on lit, on se fait le sien, son propre film. Et c'est ça que j'adore dans la lecture. Chaque livre, chaque lecture, c'est sa propre interprétation des choses. Et à chaque fois qu'on relit un livre, parce qu'on oublie souvent la relecture, on relit un livre différent. C'est ça la lecture. Vous relisez souvent des livres que vous avez déjà lus? Alors, il y en a un que je relis. Il y a un auteur qui s'appelle Richard Brotigan que je relis sans arrêt. Mais s'il y a un livre un peu plus connu, entre guillemets, que je relis, c'est 100 ans de solitude. Pourquoi lui? Je ne sais pas. Mais je l'ai lu une fois ado, je l'ai lu une fois jeune adulte, je l'ai relu en étant adulte. C'est vrai que c'est toujours la même histoire, mais ce n'est pas du tout le même livre. Mais en fonction de l'âge que vous avez, peut-être, c'est pas… Oui, parce qu'à chaque relecture, on a le souvenir de la précédente lecture. Donc, en plus, on compile
des choses différentes. C'est extraordinaire. C'est à faire. D'accord, merci pour ce conseil. Et alors, Lisa, vous, si vous deviez nous convaincre que lire, c'est plus intéressant que, que de regarder des séries, vous diriez quoi? Alors, ça va pas être très drôle parce que je suis un peu de l'avis de ma collègue. Je suis pas plus en faveur de l'un ou de l'autre. Je dirais qu'il y a un temps pour tout. Et on pourrait penser que la lecture c'est quelque chose d'un peu moins passif. Mais après, ça dépend. Ça dépend un peu de ce qu'on regarde. On peut penser aussi que la lecture, c'est un petit peu plus de challenge. Mais voilà, moi, je trouve du défi et du challenge dans certains films et dans certaines séries. Je dirais que la lecture a peut-être un côté un peu plus méditatif. On se retrouve un peu avec soi-même et comme disait Aurélia, voilà, c'est notre interprétation, c'est les images qu'on s'en fait et propres à la sensibilité de chacun. Et voilà, chaque relecture finalement peut être différente et nous apporter des choses différentes qui dépendent du moment et de l'état dans lequel on est quand on reprend certains livres ou qu'on en découvre d'autres. Donc voilà, je dirais qu'il y a un temps pour tout. Il y a quelque chose quand même que je voudrais souligner, et ça on oublie souvent, mieux vaut s'endormir avec un livre qu'avec un écran. Ça par contre, c'est un conseil sûr et certain. Ouais. Les médecins le disent, effectivement. Bon, bah écoutez, merci à toutes les deux pour cet échange passionnant. Donc, on a hâte de vous retrouver cours Mirabeau, c'est ça, à la Oui, librairie Boulard. Euh, est-ce que la librairie livre en ce moment ou une plateforme e-book alors on peut toujours acheter des e-books sur le site de la librairie. Le problème, c'est qu'on est une très grosse structure, qu'on rejoint plusieurs rues. Nous avons des auditeurs sur plusieurs rues. C'est très compliqué de sécuriser cet endroit. C'est très compliqué de mettre 30 employés en même temps, qui travaillent pas. C'est très, très compliqué. Ah, oui. La direction a pris la décision que tant que toutes les conditions sanitaires n'étaient pas réunies, ils ne voulaient pas mettre en danger ni les clients, ni les employés. Donc, ils réfléchissent à une réouverture le 11 mai, à condition, bien sûr, que toutes les conditions soient réunies. Bon, ils ont bien raison. Bah, écoutez, merci à toutes les deux. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Et rendez-vous dès la fin du confinement à la librairie Boulard pour découvrir les 95 000, c'est sa référence, Oui. en stock. Voilà. Et merci pour vos conseils de lecture à toutes les deux. Avec plaisir. Au revoir. Merci à vous.